À 20 ans, tout est possible. C'est le temps des premiers jobs, des relations inattendues, des apéros, des soirées sans fin ou qui finissent au petit matin. La vie est alors faite de débuts, d'incertitudes positives, d'histoires qui démarrent. Tout est léger, rien n'est sérieux. Le risque, c'est d'aimer tellement cette insouciance au point de ne vouloir jamais la quitter. Entre Claire et Maxime, tout a commencé de façon légère. Une relation facile et un peu secrète, faite de déjeuners et de quelques week-ends. Et puis, les choses sont devenues sérieuses. Vous écoutez Transfert, épisode 244, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion. Je rencontre Maxime, j'ai 23 ans. Je travaille dans une agence de publicité qui se trouve dans le 18e à Montmartre. C'est une jeune agence qui est très dynamique, on a beaucoup de travail. Moi, c'est mon premier job en tant que directrice artistique. J'adore ça, vraiment, je découvre l'univers pro, il y a plein de projets cool et surtout, on s'entend très bien avec toute l'équipe. C'est vraiment, bonne ambiance, on travaille tous beaucoup, mais bon, ça finit toujours un peu en apéro, sur la terrasse, donc ça me plaît beaucoup. Ça fait, 8 mois que j'y suis. La première fois que je vois Maxime, il rentre dans l'agence et je sais pas trop si il est là pour un entretien ou s'il fait vraiment partie de l'équipe. Je vois bien qu'il connaît bien les boss, il rigole avec eux. Je mets du temps à aller lui parler parce que, de toute façon, on n'est pas forcément présentés vraiment. Surtout, il a une personnalité assez extravertie où, il parle fort, il rit fort, il a beaucoup de présence et moi, les gens comme ça, j'ai un petit peu du mal, quoi. Je préfère rester, à l'écart. Je crois que la première fois qu'il m'adresse la parole, il me demande de lui faire des photocopies. Donc, déjà le premier contact est un peu, froid, quoi. En fait, je le côtoie un peu plus, parce qu'il va travailler, souvent avec ma collègue, qui est à côté de moi. On se met à discuter un peu plus. Je vois bien que c'est un blagueur, qui vanne beaucoup et il a une manière de s'exprimer, assez, spéciale. Enfin, en tout cas, je n'avais pas trop, côtoyé des gens qui parlaient de cette manière-là. Un espèce de bagou et avec beaucoup de verlan, d'argot. Je sais pas d'où ça sort, mais en fait, du coup, ça rythme ses histoires et ça rythme sa manière de parler et c'est assez intéressant et même dans son allure, ben, il porte, un costume, les petites chaussures vernies, toujours, nickel, quoi. En été, il porte un espèce de pardessus bleu qui quitte jamais et en hiver, c'est une veste de mouton retournée, qui quitte pas non plus d'ailleurs, comme s'il était tout le temps sur le départ ou je sais pas. C'est une sorte d'accoutrement comme ça, avec sa dégaine générale qui le rend, un peu spécial quoi, un peu étonnant. Il est fortement asthmatique. Du coup, il rythme, ses phrases par, ben, ce bruit, significatif de la ventoline et ça encore, ça en fait un espèce de personnage, assez étrange, ou en tout cas, on a envie d'en connaître un peu plus, quoi. Au fur et à mesure qu'on discute, qu'il est là à côté de moi, je comprends qu'il est pas du tout, méchant ou quoi. Enfin, c'est toutes ces blagues, finalement, elles sont plutôt marrantes et le personnage est avec toute sa personnalité, avec tous ses aspects est intéressant, quoi. Moi, j'aime bien, les gens qui amènent tout un univers avec eux. Alors, l'univers de Maxime, il est spécial, on dirait qu'il vient d'une autre époque, quoi. Il est très, très fan de Michel Sardou. Alors, moi, pas du tout, mais bon, il se trouve que là, il me fait écouter, plein de chansons de lui, que j'aime pas forcément, mais en fait, il est tellement passionné que ça en devient drôle, quoi. C'est assez fou. Il adore toute la pop culture des années, 80. Enfin, il est fan des films de Brian De Palma, des séries comme Madame est servie, enfin des choses vraiment, datées et je me dis: «Mais d'où il sort? D'où il sort ce gars-là, quoi?» Moi, j'aime bien parce que justement, ben, il y a quelque chose là-dedans qui est, singulier et surtout, il y a des moments où, ben, j'ai l'impression qu'il tombe le masque ou, c'est des moments où il est un peu dans ses pensées, où là, je vois, quelqu'un qui est un peu plus sensible que ce qu'il n'y paraît et ça me touche beaucoup et ça commence à me plaire, quoi.
Donc en plein été, les projets à l'agence, c'est un peu plus calme, il y a un peu moins de travail, mais du coup, on traîne beaucoup à l'agence après notre travail. On prend des verres avec les collègues dans la cour de l'agence, mais après, ça finit souvent passage au McDo et ensuite, on part dans le 9e ou sur les grands boulevards pour danser, pour s'amuser, quoi. Un soir, on est un petit groupe, on fête l'anniversaire d'une de mes collègues. Enfin, il nous dit: «Oh là là, je vais vous emmener, venez, on va au Grand Boulevard, on va dans un super pub irlandais», mais enfin, on sent bien que c'est un truc super commercial et que ça va être nul, mais il est tellement, enthousiaste et je pense qu'il joue la blague, quoi. Il joue le truc: «Allez, on va dans le truc le plus nul parce qu'on va bien s'amuser et que ça va être chouette, quoi». On y va et puis, ben, on danse, on s'amuse et à la fin d'un rock, on finit par s'embrasser. Le lendemain de cette soirée, on se dit qu'on garde, notre histoire pour nous, donc on le dit pas du tout, à l'agence et donc on travaille, à 2 bureaux l'un de l'autre, vraiment, en face. On passe notre temps à se parler par, SMS ou, par messagerie instantanée. Toute la journée, on parle beaucoup de travail, on cherche des idées ensemble, il m'envoie des rêves, des trucs, des musiques, des machins. Ou alors il est vraiment juste à côté de moi en train de travailler avec ma collègue. Donc vraiment on est, collés toute la journée. Les mercredis, on va souvent déjeuner ensemble à 2-3 rues de l'agence. C'est vraiment notre moment, hors taf, et vraiment pour nous. C'est vraiment comme dans les films. Lui, il part avant et moi 5 minutes après je pars. Enfin c'est nul mais c'est un peu notre truc. Je découvre un peu plus sa personnalité, je vois bien qu'il aime bien raconter des histoires, qu'il aime bien vanner, par exemple, il raconte à tout le monde, qu'il a fait 15 ans de Krav Maga, qu'il est je sais pas enfin quel niveau. Alors bon, moi j'en doute un peu parce que physiquement il a pas l'air très sportif, mais bon, vu qu'il est encore une fois très engagé dans son histoire, je trouve ça drôle et puis vraiment il en fait des tonnes, quoi. On passe toutes nos journées, donc ensemble, à l'agence. Lui, il finit un peu plus tôt, donc il rentre chez lui, il habite chez sa maman et il me rejoint plus tard chez moi. En fait, c'est le rythme qu'on prend. La semaine, on se voit 2-3 fois, par semaine le soir et le week-end, c'est une après-midi ou une soirée où il vient chez moi et on traîne, on regarde, ben, les fameuses séries des années 80 ou alors il m'emmène au resto, enfin il me dit qu'il me sort au resto à l'Hippopotamus de Bastille donc attention, c'est le grand truc. Moi, j'aime bien tout ce qu'il me propose parce que ça fait partie du personnage et ça m'amuse, quoi. On est souvent tous les 2. Je sais qu'il a plein d'amis, il a souvent des soirées de prévues ou quoi. Il m'invite pas forcément, à ses soirées. Je demande aussi à rencontrer, ben, ses proches, sa maman dont il est très proche apparemment. Il vit encore chez elle et d'après ce qu'il me dit d'elle, elle est pas très bien. En tout cas, elle a besoin, vraiment de lui pour, les courses, pour tout ça et vu que là, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, ben, je me dis que j'aurais bien envie de la rencontrer, aussi. Mais ça se fait pas. Je sais pas trop pourquoi. Il évite un peu le sujet. De mon côté, il rencontre pas mes amis non plus. La seule personne qu'il rencontre de mon entourage, c'est ma coloc. Elle le croise donc quand il vient ou quand il part. Elle accroche pas beaucoup, hein, parce que quand elle apprend qu'il est fan de Michel Sardou, c'est ça a ruiné tout espoir d'amitié. On a beaucoup de travail, et moi le soir, je prévois rien et je sais que de toute façon il va arriver tard. Donc en fait, je prévois rien parce que je veux passer du temps avec lui et je fais ça aussi pour le week-end. Je prévois rien parce que je sais qu'il va passer un peu à l'improviste, que je sais pas, il va me prévenir au dernier moment. Donc du coup, je préfère ne rien prévoir pour le voir, quoi. On se parle aussi beaucoup en dehors de l'agence, toujours par, message. Lui, il a un téléphone, pro et un perso. Moi, j'ai ces 2 numéros sur le mien et ça n'arrête pas, quoi. On se parle vraiment quand on n'est pas ensemble, on est, H24 sur le téléphone en train de se parler. Au début, moi, je suis pas du tout, accrochée à mon téléphone. Je réponds pas forcément, dans la seconde, quoi. Il me le fait remarquer
Il me dit: «Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réponds pas?» Bon, je vois bien que ça le gêne, donc voilà, je m'y mets, et c'est un rythme qu'on prend, mais vraiment, c'est, toutes les 10 minutes, il y a un message, quoi. On s'organise un week-end, chez mes parents, dans le sud. Mes parents sont pas là et donc du coup, je me dis que ça serait bien de lui faire découvrir, ma région, mon lycée, enfin là où j'ai grandi, tout ça. Donc on descend ensemble et là, je vois bien qu'il est un peu gêné. C'est très bizarre comme ambiance parce que j'ai justement jamais ressenti de malaise dans la maison de mon enfance, mais là, il y en avait vraiment un. D'ailleurs, il allume la télé pour faire une présence, quoi. Vraiment, c'était pas du tout naturel et bon, je fais comme si de rien n'était. Moi, j'arrive pas trop à analyser ce qui se passe. Quand je suis dans une pièce, il est dans une autre. Il est souvent sur ses téléphones. Il est souvent avec sa mère au téléphone, avec son père aussi. Je sens une espèce de malaise, qui s'installe. C'est vrai que cette espèce de distance comme ça ou d'omniprésence me gêne un petit peu, mais bon, je vis cette relation, je suis bien. Les semaines se passent comme ça et on arrive, au printemps. Un soir, je rentre chez moi, il m'appelle et il est en pleurs au téléphone. Donc je lui demande ce qui se passe et il me dit, «Écoute, ma mère a fait un AVC, je l'ai trouvée dans l'appartement, j'ai appelé les pompiers, c'est terrible, je sais pas si elle va s'en sortir», enfin vraiment, très, très dur. Donc moi, je le rassure comme je peux, j'ai pas plus, d'informations que ça. Je comprends que les médecins lui disent qu'elle va s'en sortir, qu'il y aura pas de séquelles, qu'il a fait ce qu'il a pu, quand il a trouvé sa maman. Et ce qui m'étonne dans cette conversation, c'est qu'il arrête pas de répéter qu'il est pas assez présent pour sa mère, que, je suis un mauvais fils, je m'occupe pas assez d'elle, il s'apitoie comme ça avec des phrases de, «Je suis pas du tout assez présent, je sais pas comment faire», et moi je garde ça pour moi, mais dans ma tête, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?» parce qu'il est tout le temps avec sa maman. Je sais pas ce qu'il peut lui donner de plus, quoi, parce que la journée, il travaille beaucoup et le soir, il rentre la voir, le week-end pareil. Je me dis, enfin, il s'occupe bien d'elle, quoi, donc il faut pas qu'il pense ça. Les jours se passent et à l'agence, ça devient un petit peu plus compliqué, de travailler parce que, Maxime, en fait, est un peu jaloux. Dès que je travaille avec un autre, mec, il supporte pas. Il me dit que je suis trop à l'aise, qu'il faut que je tienne mes distances ou je sais pas, mais ça lui plaît pas du tout et ça me met mal parce que moi j'estime être correcte et je vois pas bien ce qu'il veut de moi, quoi. Donc ça me pose dans une situation où je sais pas comment me comporter. Ça plus, les messages vraiment omniprésents, ça me met une certaine pression. J'arrive pas trop à la formuler, mais en tout cas, je ressens le besoin de me lever à 6 heures du mat et d'aller à la piscine avant, faire des longueurs avant d'aller bosser parce que j'ai beaucoup de stress. C'est aussi à cette période que, ça sent un peu le roussi pour Maxime à l'agence. Il veut changer de job. Je l'aide à faire son book. Alors ça me plaît beaucoup parce que c'est un projet qu'on a en commun. On travaille vraiment tous les 2. Il a beaucoup de créativité, enfin c'est vraiment bien de travailler avec lui et on est encore plus ensemble parce que, le soir, il vient à la maison pour, bosser ça. C'est assez lourd pour moi parce que je travaille déjà, beaucoup en journée, plus le soir. Donc je me dis que je suis très contente de l'aider, mais ça sera très bien aussi quand il aura son nouveau travail et que, le rythme sera un peu plus, cool. Et ça arrive au mois de juin. Il trouve une nouvelle agence, un super poste. Il est très content de changer de décor et là, c'est chouette parce que nous, on continue à se voir et on a gardé nos rendez-vous, déjeuner hebdomadaires, un vendredi, on s'appelle pour manger ensemble. Donc là, il m'invite, enfin, il me dit: «Retournons sur les grands boulevards, je connais un truc», mais il m'invite quand même dans un resto où on mange très, très épicé. On passe un super déjeuner, et voilà, il m'explique,
comment ça se passe dans sa nouvelle agence, tout ça. Il est très content, il est sur un projet qui le galvanise, donc c'est parfait. Et là, je me dis que c'est bien parce que notre relation va retrouver une sorte d'équilibre, qu'on avait un peu perdu ces derniers mois. Et moi, je vais pouvoir, souffler, voilà, j'ai mon agence, il a la sienne. Donc maintenant, on va être, posés et là, notre relation va être, plus équilibrée, quoi. Je le quitte, ce jour-là, contente, sereine. On se dit qu'on se revoit, bientôt. Le lendemain, bizarrement, j'ai pas de message sur, mon portable. C'est assez étrange et inhabituel parce que j'en ai tout le temps un au réveil. Et bon, je laisse passer la matinée, j'essaie de le contacter sur ses différents numéros. Je l'appelle, il répond pas. Bon, je me dis qu'il est peut-être occupé, qu'il a fait la fête la veille. Mais dans l'après-midi, quand même, je me dis qu'il y a peut-être un souci parce que ça arrive vraiment jamais qu'on se parle, pas du tout d'une journée. Et surtout, plus j'appelle, sur ses portables, à un moment donné, son répondeur est plein et du coup, ça sonne plus. Donc là, je commence, à m'inquiéter. Je me dis: «Mince, ça se trouve, il est arrivé un truc à sa mère». Parce que bon, vu qu'il y avait eu, l'histoire de l'AVC, je me dis: «Il y a peut-être, eu un truc». L'après-midi se passe, c'est assez compliqué pour moi parce que, je réalise à quel point je suis isolée, en fait. Je connais pas ses amis, je connais pas donc ses parents. On est en plein été, c'est, plein mois de juillet, ma coloc est partie en vacances, mes amis aussi. Enfin, je suis vraiment, toute seule à ce moment-là. La seule chose que je connais, c'est son adresse, là où il habite avec sa maman. Donc le soir vers, 21h, je me dis: «Bon, je vais y aller et on verra, quoi». Je traverse Paris, c'est désert parce que tout le monde est en vacances. J'arrive dans cette petite ruelle, et en fait, il y a personne. Toutes les lumières sont éteintes. Il y a aucun passant, personne ne sort, personne ne rentre. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais en soi, j'avais envie de voir, un peu ce qui se passait, dans cet immeuble. Là, l'angoisse monte d'un cran parce que je me dis: «Ça se trouve, c'est pas sa mère, ça se trouve, c'est lui, vu qu'il est pas en très bonne santé et qu'il a fait une grosse crise d'asthme 2 semaines avant. Bon, ça se trouve, vraiment, il est arrivé quelque chose». Alors là, je sais pas trop ce qui me prend, mais j'appelle, les hôpitaux de Paris. Enfin, le gars au téléphone peut absolument pas m'aider parce que je dis: «Oui, je cherche mon copain, je sais pas où il est». Enfin bref, c'est n'importe quoi. Là, je me dis que ça sert à rien, en fait, d'être là dans la rue, toute seule. Je reprends mon calme, et finalement je rentre chez moi parce que c'est la seule chose à faire, quoi. Le lendemain, je me réveille et toujours pas de nouvelles, rien sur les portables. Là, j'arrive pas du tout à le joindre. Je me dis que je vais retourner devant chez sa mère parce que j'aurai plus de chance, peut-être le dimanche matin, les gens vont au marché, tout ça, je me dis, «J'aurai plus de chances d'entrer dans l'immeuble». Donc je refais le trajet, j'attends un petit peu devant la grille. Heureusement, il y a quelqu'un sort, donc je peux rentrer. Il y a une deuxième porte, là aussi, ça va, il y a des gens qui me laissent entrer rapidement et je peux accéder donc, à son étage. Je sonne, personne ne répond. Je sonne à gauche, à droite, les voisins répondent pas non plus. Je décide de laisser un mot sur la porte. J'écris, «Bonjour, je suis Claire, une collègue de Maxime. J'ai pas de nouvelles de lui depuis, 2 jours. Est-ce que vous pouvez me rappeler à ce numéro?» Je mets que je suis une collègue parce que vu que j'ai jamais rencontré sa mère, je préfère être, neutre, dans l'histoire. Là, vraiment, le dimanche est horrible parce que je sais pas comment gérer le truc. Je vois bien qu'il y a un problème, qu'il est arrivé quelque chose, et personne peut m'en dire, plus. J'essaie de passer cette journée au mieux. Je vais au ciné, un truc très, très long et qui me permet pas de regarder mon portable toutes les 2 secondes et je sors, c'est la déception. Il y a toujours pas de message. Mais là, le dimanche soir, je me dis que voilà, c'est pas grave, tout va changer lundi, tout va changer demain. Donc je pars me coucher en me disant que le lendemain, j'aurai des news, quoi. Le lendemain, je vais à l'agence
À peine je pose mes affaires sur mon bureau que mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Je ressors pour prendre l'appel. C'est une dame au téléphone qui me dit, «Oui bonjour, j'ai eu votre mot sur la porte, écoutez, Maxime est décédé vendredi soir». Je réalise pas trop, je la fais répéter, je lui demande ce qui s'est passé. Elle m'en dit pas plus et dans la conversation, je lui demande qui elle est. Elle me dit: «Ouais, je suis la maman de la fiancée de Maxime». Là, je comprends pas trop, je sors, on est à 2 pas des escaliers de Montmartre, je m'assois sur les marches. Du tac au tac, je lui réponds: «Mais c'est pas possible, c'est moi sa copine depuis 1 an». Là, il y a un blanc, vraiment prononcé et je sais pas du tout comment se termine cette conversation, mais le fait d'avoir ces 2 informations dans la même phrase me permet pas du tout de réaliser ce qui est en train de se passer. Je raccroche, je retourne à l'agence prévenir, ma collègue. Je lui dis que je viens d'apprendre que mon copain est décédé, mais en même temps, je me rappelle qu'en fait, elle le connaît mon copain et et qu'il faut que je lui dise parce que, enfin, en soi, ça mène à rien de cacher ça. Donc je lui dis: «Mais tu sais, mon copain, c'est Maxime» et là, je me rends compte de l'ampleur de la situation. Donc elle me commande un taxi et dans le taxi, j'appelle mon père et c'est la première fois que je raconte ce qui vient de se passer. Du coup, la première fois que j'essaie de formuler, en fait, tout ce qu'on vient de m'apprendre et je réalise pas du tout. C'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. Je passe la journée avec ma meilleure amie. On n'a pas du tout d'informations, donc on erre comme ça dans Paris toute la journée et je reçois un coup de fil de là, c'est la sœur de la fiancée qui tombe des nues aussi. Je comprends qu'elle essaie de rassembler un peu les pièces, de savoir qui je suis vraiment. Donc elle m'apprend que Maxime est en couple, avec, sa sœur depuis, 4 ans et que moi, du coup, j'arrive en deuxième. Et là, à ce moment-là, c'est un peu froid et je comprends que je suis, celle de trop, quoi et on raccroche et là, j'aurai plus jamais de coup de fil de cette personne, quoi. Les jours d'après, je suis pas vraiment, moi-même, mais je reçois des coups de fil des amis de Maxime et ça, c'est salvateur parce qu'ils vont m'apporter plein d'informations. Ils sont tous très étonnés, déjà de la situation, d'avoir perdu leur ami et surtout de découvrir, qu'il avait 2 petites amies en même temps et ils essaient de, voilà, de comprendre un peu quelle était, sa vie. Il y a un ami à lui qui m'aide beaucoup parce que, il va me donner les informations de la cérémonie, le lieu, la date, donc ça permet vraiment de concrétiser, les faits. Surtout, il va venir avec moi à la morgue pour, visiter, Maxime et ça, c'est vraiment important parce que le fait de le voir, ça me permet de réaliser que c'est pas une blague, quoi, que c'est vraiment, arrivé. Parce que depuis le début, quand je raconte ce qui vient de se passer, notamment à ma coloc, je l'ai au téléphone et elle me dit: «Mais tu es sûre qu'il est mort?» Et cette question, c'est vrai qu'elle me trotte dans la tête depuis des jours et c'est pas insensé parce qu'en soi, Maxime raconte, toujours des choses, ou joue des tours, enfin, bon là, ça serait vraiment extrême, mais quand même, ça me reste dans la tête et là, le fait de le voir permet de réaliser que c'est pas une histoire, quoi. Arrive le jour de la cérémonie et c'est, à ce moment-là que je découvre, les gens que je n'avais jamais vus avant. Donc il y a sa maman, son papa, son frère, l'autre fille, la famille de l'autre fille et ses amis. Moi, j'y vais en tant que collègue de travail, donc je reste, vraiment avec mes collègues, avec son nouveau patron, les anciens, enfin toute la partie, pro et de l'autre côté, il y a toute sa famille et tous ses proches. C'est fou, je me dis: «Mais c'est au moment où on l'enterre que je rencontre, sa famille». C'est assez, étrange et je repars chez moi avec, plein de questions dans la tête, quoi. À partir de ce moment-là, je vais, passer mon temps à essayer de
de rassembler toutes les pièces du puzzle. Je rencontre, ses amis plusieurs fois. On va boire, un verre, 2-3 fois ensemble et je découvre un peu plus, la vie de Maxime. J'apprends qu'il sortait beaucoup, qu'il était souvent avec eux et que c'était pas des petites soirées, quoi. C'était des grosses soirées qui se terminaient tard dans la nuit et enchaînées comme ça plusieurs jours par semaine. Et surtout, eux, ils m'expliquent qu'ils disaient pas grand-chose sur ces aventures amoureuses. Ils parlaient de, l'autre fille, mais qui travaillait dans mon agence. Donc en gros, c'était vraiment un espèce de mélange comme ça de personnages. Même ses amis les plus proches n'ont jamais rencontré ni moi, ni l'autre fille. Je me dis que j'ai perdu une personne qui m'est très chère, mais finalement que je la connaissais pas vraiment. Donc c'est un deuil un peu particulier, donc je veux qu'il soit pris en charge et je veux aller bien surtout. Très vite, je vais voir une psy spécialisée dans le deuil pour justement qu'elle m'aide à traverser cette situation étrange et je me rends compte que, enfin, vraiment, je passe par toutes les étapes, du deuil, que ce soit la douleur, la colère, la dépression, enfin, c'est un long process que je matérialise, en allant au cimetière toutes les semaines. C'est un peu mon rituel du dimanche, donc j'achète des fleurs, chez moi et ensuite tout le trajet jusqu'au cimetière et ça me permet de vraiment, ben, lui parler, formuler tout ce qui s'est passé et d'essayer de remettre, en place les choses. J'y vais régulièrement et à la même heure. Je rencontre, ses parents qui y sont aussi, le dimanche et au fur et à mesure des visites, on se présente et on sympathise et je suis invitée à prendre un café avec sa maman et là aussi, j'en apprends un peu plus sur, Maxime. J'en apprends un peu plus sur les circonstances de son décès. Elle me dit qu'il est sorti ce soir-là assez tard. Il se rend, à une soirée, dans un appartement au 6e étage ou au 7e. Il monte ses marches et arrivé en haut, il n'arrive pas à retrouver son souffle et donc il fait un arrêt cardiaque et les pompiers n'arrivent pas à le réanimer. J'ai plusieurs rendez-vous avec sa maman. On prend des cafés et on parle de Maxime, de sa vie, de ce qu'il a fait quand il était jeune, de là où il a vécu et du coup, ça me permet de rassembler des pièces comme ça, petit à petit. Un jour, elle m'invite chez elle et je me retrouve, devant cette porte d'appartement qui s'est pas ouvert la première fois et là, ben, je découvre, la petite chambre de Maxime, là où il dormait. Je retrouve des choses que je lui avais, données, donc ça, c'est marrant parce que, oui, il a gardé il les avait rangées là, quoi et tout le décor, en fait, dans lequel il vivait et tous les bibelots, les souvenirs, les photos, c'est vraiment bien parce que je le découvre aussi, à ce moment-là et quand je discute avec, sa maman, c'est fou parce qu'elle a la même manière de parler que Maxime. Elle a vécu des aventures aussi, folles comme Maxime. Je rencontre aussi son papa et là, c'est encore plus fou parce que, vraiment, c'est le portrait craché de Maxime et c'est drôle parce que lui, il me propose qu'on se voit au resto Flunch de place de Clichy. Je suis à la fois étonnée et pas du tout parce qu'en fait, ils ont le même univers ou en tout cas les mêmes goûts, j'en sais rien, mais je trouve ça bien, en fait, d'aller dans un endroit comme ça. Il se retrouvait dans ce restaurant assez régulièrement, avec, son fils donc c'est plutôt chouette. À un moment donné, les rendez-vous s'espacent et chacun retrouve, un peu sa vie. Cette histoire avec Maxime m'interroge beaucoup sur, l'empreinte qu'on laisse, dans la vie ou les traces qui restent de nous après notre départ. Parce que, là, très vite, les collègues qui l'ont connu sont partis de l'agence. Mon téléphone qui contenait tous les messages ne marche plus. Naturellement, les amis de Maxime, sa famille, ont retrouvé leur vie. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui reste de lui?» et quand j'apprends que le bus Palladium va fermer, c'est justement dans cet endroit qui sortait beaucoup le soir.
Et je me dis: «Mais si même les lieux disparaissent, qu'est-ce qui va rester?» et je me dis qu'il faut que j'y aille, au moins une fois pour voir en fait, quelle est, dans quelle, soirée ou dans quel lieu, aimait aller Maxime. Un soir, j'en ai l'occasion, je suis à côté, à un dîner et en sortant, je fais la queue pour, rentrer. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas ce que je vais trouver là, mais bon, j'y vais parce que c'est l'occasion. Je rentre et je vois bien que derrière le bar, c'est que des jeunes. Là, moi, je cherche une personne qui aurait connu Maxime, il y a 9 ans. Bon, je me dis: «C'est pas possible, quoi». Je demande à voir le patron, il est absent et ben, je me dis: «Bon, bah, tant pis, je trouverai rien, c'est pas grave». Je suis quand même, rentrée. Avant de partir, je passe aux toilettes et là, je découvre qu'au bus Palladium, il y a une dame pipi. Un personnage assez étrange, une dame d'un certain âge, rousse, les cheveux au carré, très blanche et elle est là derrière son comptoir, carrelé. Devant elle, il y a un Snickers, un briquet et des mouchoirs, je crois. Donc un truc vraiment digne d'un film de David Lynch et je me dis: «C'est sûr que Maxime lui a parlé à cette dame si elle était là à l'époque, parce que le personnage fait que je suis sûre qu'il aurait accroché avec elle». Donc je passe aux toilettes et en me lavant les mains, je la regarde dans le miroir comme ça, elle me fixe. Alors c'est assez flippant, mais je me dis: «Allez, je vais lui parler». Je lui dis: «Bonsoir madame, je cherche quelqu'un qui aurait connu Maxime». Je dis son nom. «Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il venait souvent ici, est-ce que ça vous dit quelque chose?» Et là, elle marque un temps d'arrêt en me regardant et elle me dit: «Même si je savais quelque chose, je ne vous dirai rien». «Merci madame, au revoir». Je quitte le bus et dans la rue, ben, je rigole parce que, je pense que même s'il est parti depuis longtemps, Maxime me fait vivre des aventures encore aujourd'hui et des aventures, dingues. Vous venez d'écouter Transfert épisode 244, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Claire Tesser-Orion. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Sable Blanc. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.